Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Bonjour Jérôme. Bonjour Virginie. Donc, nous sommes ici pour la deuxième partie de l'interview avec Jérôme Dumortier, qui est le fondateur de la radio Chaos Caribou. Et nous allons aujourd'hui parler plus précisément des étapes en fait, de la fondation du projet. Alors, les étapes, comme on l'a un petit peu évoqué dans la première partie, que j'invite tout le monde à les retrouver sur YouTube, dans la première partie, il y a eu cette phase de découverte d'un projet qui est existant, qui est NTS Live. Il y a eu la phase de maturation du projet, c'est-à-dire comment techniquement faire en sorte de diffuser. Il y a eu comment animer cette radio, donc l'étape réseaux sociaux. Il y a eu le lancement, avec un lancement, une première étape où j'étais seul au monde et puis c'était un petit peu, c'est mon idée, je la déploie comme j'en ai envie, selon un certain mode. C'est tout de suite, au bout d'un mois et demi, la rencontre avec un indépendant anglais que j'ai déjà évoqué également dans la première partie qui s'appelle To Have is to Hold, que je vous encourage à aller voir sur SoundCloud et sur YouTube. Et ça a été là le démarrage d'une étape qui a été fondamentale, c'est l'arrivée de programmateurs d'origine étrangère, d'origine française également, mais beaucoup d'origine étrangère, dans l'équipe de la radio, et le fait que je délègue toute une partie de la programmation avec ces bénévoles, puisqu'il faut le rappeler que Radio Chaos Caribou est une radio qui est sans publicité. On ne gagne, c'est rare ça quand même. voilà, Ouais. on gagne zéro, c'est un centre de coût uniquement. Comme je l'expliquais également précédemment, pour moi, ça a d'abord été un centre de formation professionnelle, une expérimentation. J'avais des beaux projets avec une intelligence artificielle autour, mais très vite, c'est devenu, dans cette étape d'arrivée de programmateurs depuis l'extérieur, c'est devenu quelque chose qui leur a permis également de s'épanouir. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui étaient plutôt, on va dire, dans leur petit coin, à partager un petit peu de musique, prendre un certain envol et prendre confiance en eux à travers la diffusion de leur programme et de voir que les playlists qu'ils préparaient rencontraient du succès, étaient appréciées par les artistes et par des auditeurs et que personnellement, ça leur apportait une forme de plus-value. Donc il y a eu cette étape-là. Il y a je vais dire, une étape qui a suivi, qui est un petit peu la consolidation de l'existant, et avec de belles validations, puisque dès le premier anniversaire de la radio, j'ai monté un concert au Bar d'Atomique avec Evily, avec des artistes anglais, une artiste américaine, Catherine Baller-Schutt, que j'évoquais dans la première partie, qui a été retransmis en direct. Ça a été l'année suivante, je suis parti à Londres pour retransmettre un concert en direct depuis le Proud Camden, qui concernait une opération qui visait à réintroduire l'art en milieu psychiatrique, qui s'appelle Rethink Mental Illness. C'est derrière également, un peu plus tard, je pense que nous sommes la seule web radio à jamais avoir été présentée dans les sous-sols de Beaubourg à l'IRCAM. Ah super. Lors du Music Tech Festival. D'ailleurs, j'ai apporté le t-shirt. Je fais un peu de pub. Désolé pour le micro opérateur. Donc le Music Tech Festival, où j'ai pu présenter la notion de radio dématérialisée avec des collaborateurs avec lesquels j'œuvre via des outils collaboratifs. Avec des plateformes de partage, des méthodologies, des manières de travailler ensemble qui font que... Des collectifs en fait. Exactement, tout un collectif entièrement basé et connecté sur Internet, puisque, excepté le serveur et son double qui sont physiquement présents en France, le stream est envoyé depuis la Suisse. Et tous les outils qui nous servent à promouvoir, parler au nom de la radio sont aussi dématérialisés, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Donc il y a eu cette période de consolidation. Derrière, l'équipe a grandi, ça a été de nouveaux sélecteurs. Ça a été également une étape, je vais dire, au-delà de la première qui était plutôt technique, la seconde qui a été plutôt de la consolidation, on va dire, d'une certaine réputation qu'on commençait à faire. Et du coup, moi j'avais une question, excuse-moi, mais c'est par rapport en fait aux programmateurs,
Comment ça s'est passé? C'est des rencontres? Tu les as recrutés ou... Alors, mis à part quelques-uns qui sont venus à moi, mais c'est très intéressant parce qu'au niveau statistique, tous ceux qui sont venus à moi ont disparu. D'accord. Tous ceux que je suis allé chercher sont toujours là, quasiment. Ok. Ça a été d'un point de vue personnel, et on parlera dans la dernière étape de tout ce que ce travail pour Radio Chaos Caribou m'a apporté d'un point de vue professionnel et personnel, mais d'avoir autant de personnes, on est monté jusqu'à 40. C'est une aventure humaine, Voilà, quand même, c'est une belle aventure humaine. L'année dernière, on était 40 personnes en même temps C'est énorme, en tant qu'équipe. C'est une très belle source d'expérience personnelle dans la gestion des personnes, dans la gestion de la motivation, comment gérer une équipe, comment la motiver. Ce sont des bénévoles. Ouais. Réussir à fédérer des personnes autour d'un Exactement. projet. Exactement. Et c'est se rendre compte essentiellement que si tu n'arrives pas à te fédérer toi-même, à donner l'exemple en permanence. Et là, on rejoint un petit peu... Être convaincu pour être convaincant. Ouais. Et c'est exactement ça. Tu es en permanence obligé de te challenger toi-même pour dire, est-ce qu'on va continuer à me suivre si je lâche les rênes, si je mets le frein, si je relâche, est-ce qu'on continuera à me suivre? Et on ne continuera pas à te suivre. Tu es obligé d'être toujours devant, d'avoir des idées. Cette année, il y a eu un gros travail d'équipe qui a été fait justement sur... l'année passée, pardon, qui a été fait sur qu'est-ce qu'était Radio Chaos Caribou pour moi, par rapport à eux. Moi, je sais ce que ça représente pour eux. Et je leur ai dit, je ne peux plus me permettre que la radio n'avance pas. On est obligé d'être devant tout le monde. Parce que quelque part, c'est que tu parlais de fédération, mais quelque part, ça fédère leur envie d'en être. Les gens que je suis allé chercher, au-delà du fait que souvent ils sont très surpris, mais pourquoi tu veux comme programmateur sur la radio, c'est que ils ont envie d'être de l'aventure et il faut en permanence leur donner envie d'être de l'aventure. Donc il y a eu cette phase humaine qui a été très enrichissante, mais qui a mis justement un petit peu la radio, on va dire, en mode... pas stand-by ou endormi, mais c'était la belle endormie, dans le sens où plus de développement web, pas de recherche sur de nouvelles features, des choses qu'on pourrait faire. Et l'année 2017, j'ai dit stop, après une grosse hémorragie, puisqu'on est passé de 40 à 30 en quelques mois, pour plein de diverses raisons, manque de motivation, des personnes qui s'engagent à faire des choses et qui en fait ne vont pas au bout. Donc, suite à cette grosse hémorragie, je me suis dit, il faut qu'on reprenne le chemin. Il faut que, de nouveau, RKC représente quelque chose qui donne envie aux gens d'en être. Pas seulement parce que, j'ai l'habitude, je fais mon petit show, je le présente, je le diffuse, mais parce qu'ils sentent qu'il y a un cap. Et quand tu diriges une équipe, il faut en permanence que les gens sentent que tu as un cap et que tu t'y tiens. Que ce n'est pas seulement des mots, mais que tu t'y tiens. Ça, c'est fondamental. Et tout ce travail-là, ça me sert maintenant, ça a été l'étape après la radio, ça me sert dans mon agence digitale, où ça me permet d'avoir une certaine expérience déjà de la gestion des personnes. J'ai certains clients où j'ai des collaborateurs, parce que je me considère quand je travaille pour un client comme si je travaille pour lui comme si j'étais un propre employé de sa société. Donc j'ai des collaborateurs qui sont pas faciles à gérer. Il faut gérer les susceptibilités, les degrés de motivation, les conflits entre personnes. J'ai eu des conflits j'ai eu des conflits entre personnes de la radio, alors qu'on est là pour donner de l'amour à travers la musique. Et j'ai eu des conflits de personnes avec du bashing sur Internet. Ah oui, d'accord, oui. Ah, ça peut aller jusque-là pour quelque chose qui, au départ, on est tous là pour donner le meilleur. C'est un collectif, Voilà, c'est pas du tout dans l'idée du collectif, ça c'est sûr. Alors déjà, et puis on est là pour donner de l'amour aux artistes qu'on aime et qu'on a envie de diffuser, aux auditeurs, et on fait ça tous bénévolement, on n'y gagne rien. Et tout d'un coup, tu as une espèce de crise qui se fomente et que tu sens venir. C'est clair que maintenant, avec l'expérience, je n'aurais pas géré de la même manière quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui pourrait éventuellement se passer et qui s'est déroulé.
Et ça me sert dans mon travail d'approche de la clientèle. Et ça m'a appris à beaucoup mieux gérer les équipes et le travail collectif et collaboratif entre personnes, que si j'étais parti juste bille en tête sans expérience derrière, où je me serais sûrement pris des bâches. Les bâches, je me les suis pris avec la radio, mais voilà. Oui, t'as appris de tout ça en fait. J'ai appris de tout ça, j'ai appris, comme on évoquait dans la première partie, les réseaux sociaux, le marketing, mais également, et c'est essentiel pour la réussite d'un projet, c'est le côté humain. Un projet ne peut pas être mené seul éternellement. Tu peux démarrer seul dans ton garage, avoir plein d'idées, et à un moment, tu es obligé de te confronter aux autres. Et dans cette confrontation, et j'utilise le mot confrontation, il y a des belles choses, mais il y a aussi des moments où on est obligé de mettre là-haut-là un certain nombre de pratiques, de mettre là-haut-là un certain nombre de choses qui sont dites et de dire non, c'est pas ça. Notre but, il est là, il n'est pas ici. Donc on se ressent, tu ne veux plus en être, c'est pas un problème, tu le dis, tu n'en es plus et on se passera de toi. Merci pour tout ce que tu as fait, mais le cap, il est là. Et ne pas laisser justement ce cap dériver vers quelque chose qui n'est pas celui que tu espères. Ça, à mon sens, c'est essentiel. Oui, finalement, toi, ça te recentre aussi sur les valeurs que... Exactement. Les valeurs de la radio, les valeurs de ton entreprise, par rapport à ton identité, qui tu es et ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, en fait. Finalement, c'est aussi savoir, d'après ce que tu dis, savoir dire non à un certain moment, quoi, quitte à... Savoir dire non et avoir toujours un langage de vérité. J'ai très vite rencontré via la radio, je donne une petite anecdote, quelqu'un qui travaillait pour une agence de promotion justement pour les artistes, etc., qui m'a dit, de but en blanc, on était en train de manger une très belle entrecôte dans un restaurant du 16e arrondissement. Je suis végétarienne, moi, donc... une très belle entrecôte, et juste quand il l'entame, il me dit, de toute façon, les artistes sont trop cons pour faire leur promotion à eux-mêmes. Et c'est quelqu'un qui était soutenu par des grands noms, par des studios, etc. Et il me dit ça de but en blanc. Et je me suis dit, mon coco, tu ne peux pas savoir comme tu te trompes. Je ne lui ai pas dit, parce que je voulais qu'il déroule son discours, mais dans ma thèse, c'était, tu ne peux pas savoir comme tu te trompes. C'est dur de dire ça en plus, Oui. C'est en plus faire des généralités. C'est faire des généralités. Et puis, pour moi, c'est être totalement déconnecté du marché. Déjà, c'était en 2014, cette rencontre, c'était être déjà totalement déconnecté de ce qu'était le marché et les démarches à faire pour un artiste en 2014. Ça a beaucoup évolué, hein. C'est plus les années 80, je veux dire, maintenant. Exactement. Quand je fais moi-même des interviews, une des questions qui vient pendant l'interview, c'est l'artiste est-il forcément un entrepreneur? Et ça, la réponse est quasiment à 99,9% oui, jusqu'à un certain stade. Après, il y a un plafond de verre à éclater et on a besoin d'être accompagné. Mais jusqu'à ce plafond de verre, l'artiste est un entrepreneur et il doit être capable de tout faire. S'intéresser au son, s'intéresser à la démarche du booking, s'intéresser aux démarches, comment vendre, comment être présent dans le monde digital. Et voilà. Mais moi, dès le départ, le même discours que j'adoptais vis-à-vis de mes sélectors, via mon agence, je l'adopte vis-à-vis de mes clients. Alors, c'est des clients qui sont artistes, c'est des clients qui sont des petits entrepreneurs, c'est des clients qui sont des PME, ça peut être même des associations ou des choses comme ça. Et j'ai un langage de vérité dès le départ. Et sur des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire que je ne peux pas leur raconter ce que racontent... excusez-moi, mes petits camarades des agences de communication digitale, mais je ne peux pas raconter tous les 2 ans un nouveau mot branding. Ce que j'appelle un mot branding, c'est vous prenez un concept qui existait déjà, vous lui mettez un nouveau nom et vous dites « Ah là là, j'ai trouvé un truc qui est absolument génial ». La solution à tous les voilà. problèmes. Quoi. Et on vend des bouquins, on vend des conférences, on vend tout ce qu'on veut, sauf que c'est des concepts qui existent déjà. Pour reprendre quelque chose de très simple, le commerce n'a pas foncièrement changé depuis l'époque, par exemple, des foires de champagne au Moyen-Âge. Ils savaient déjà vendre, les gars, à l'époque. Pourquoi ils se mettaient en champagne? C'est que c'était la croisée de route. Et il y a ces dernières années, on a inventé un terme qui s'appelle le inbound marketing. Qu'est-ce que c'est que le inbound marketing? C'est faire venir des gens dans votre boutique.
comme si on ne savait pas le faire auparavant. Et donc, moi, je m'ôte tout ce langage, etc. Et je ne dis que des choses que les gens sont capables de comprendre et qui sont basées sur le bon sens. On parlait de bon sens tout à l'heure dans la première partie, quand j'ai été audité par une agence de com. Mais le bon sens fait partie des choses que je professe au niveau de cette agence et que m'a appris également la radio. Tout ce que je professe via l'agence, c'est des choses que j'ai appliquées avec la radio. À chaque fois, les différents domaines communiquent. Exactement. C'est une manière d'approcher, c'est un centre de démonstration, c'est un centre de formation, puisque j'ai été jusqu'à former des gens aux réseaux sociaux via la radio pour qu'ils apprennent à s'en servir et à être à l'aise avec. Et des gens qui ne venaient pas forcément de milieux où on avait l'habitude de faire ça. Et ces personnes que j'ai formées aux réseaux sociaux, je n'ai fait qu'appliquer ce que je m'étais appliqué moi-même précédemment, depuis les débuts de la radio, du bon sens et du travail. Et donc, quelle était ta vision en fait en démarrage de projet et maintenant, et comment en fait est-ce qu'elle a évolué et comment aussi vois-tu la suite? Ma vision en début de projet, c'était un monde où il n'y avait pas encore le streaming tel qu'on le connaît actuellement. Spotify existait déjà, Deezer aussi, Tidal n'avait pas encore été racheté par Jay-Z, Apple n'était pas encore sur le marché. Et donc j'avais une vision un petit peu idyllique du monde de la radio, etc. J'avais aussi cette vision personnelle que c'était d'abord mon objet pour un but, changer mon orientation professionnelle et pouvoir accéder à des nouveaux métiers. Elle a évolué, comme on l'a déjà pu l'expliquer, avec l'arrivée de plus en plus de programmateurs en provenance de plein de pays, donc de plein de cultures différentes. Et c'est l'arrivée également en masse du streaming qui fait que la vision a pas mal changé. Dans le sens où en 2012, quand je lance la radio, les premiers mois, je vais dire même les 2 premières années, jusqu'à quasiment, 2015, même les 3 premières années, les gens étaient très redevables et très dans la gratitude. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, tu as fait un post sur moi, c'est merci, ça me touche, l'expression c'est it means a lot pour les anglo-saxons, donc ça on en avait en pagaille. À partir il y a eu, pour moi je l'ai vraiment senti, il y a eu un break et un changement d'attitude à partir à peu près de 2015, à partir du moment où Apple est rentré sur le marché du streaming. Les audiences se sont effondrées dans un premier temps. Et l'arrivée d'Apple dans le monde du streaming, ça a été une forme de signal au grand public en disant si Apple vient, c'est que c'est viable. Et tout d'un coup, Spotify, Deezer et Apple évidemment, et Tidal dans une moindre mesure, mais lui on attend juste une chose qui se casse la gueule, mais ça a été toutes les audiences de toutes les radios, même des radios ancestrales comme BBC, qui ont pourtant des antennes très spécialisées, qui sont très écoutées, BBC Six, et ils ont des locales qui ont des chiffres d'audience phénoménaux. Et même des radios comme BBC, il y a eu une érosion de l'audience parce que tout le monde s'est jeté sur le streaming, et ça a donné une impression aux artistes que parce que c'est digital, c'est normal. D'accord. Une banalisation en fait. Une banalisation de l'acte de promotion et de soutien et de support dans le monde digital, qui en disant finalement il suffit que je mette ma musique sur Spotify, il y a quelqu'un qui va la trouver, qui va la mettre dans une playlist, donc voilà, c'est digital, c'est normal. Et on a perdu, les réseaux sociaux aussi ont changé, l'arrivée de plus en plus de monde a fait beaucoup changer et évoluer les mentalités. J'avais l'habitude de dire en 2012 que Twitter, par exemple, c'était le monde de l'hyper-cordialité, de l'hyper-politesse. Ça ne l'est plus du tout. Obtenir un merci ou c'est cool ce que tu as fait pour moi. Déjà, quand on a ça, maintenant, c'est limite, on fait Alléluia, on peut se mettre à genoux et dire ouais, c'est formidable. Mais il y a eu une vraie évolution, et ce qui fait que au niveau de la radio, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens
à terme, à moyen et long terme, pour intéresser les gens et intéresser les artistes au projet. Cette année, ça a déjà été le lancement d'interviews audio, en fin 2017, début 2018, d'interviews audio qui nous permettent d'amener d'autres personnes aussi à l'antenne, d'autres univers, puisqu'on fait non seulement des artistes, mais on fait également toutes les gens qui gravitent autour du monde de la musique. Ça va être de plus en plus de vidéos également. Il y a un projet qui est dans les cartons depuis 2013 qui s'appelle TV Cassé, que j'aimerais bien pouvoir mener à bout. Voilà, il va falloir qu'on évolue, on ne peut plus rester, et ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, on ne peut plus rester tel qu'on était, on est obligé de reprendre la marche en avant et de retrouver un nouveau cap et de nouveaux objectifs pour que ça continue à rester un pôle d'attraction et que les gens aient non seulement envie d'y être, mais d'y participer. Et ça, c'est essentiel. D'accord, en fait, du coup, tu veux dire d'évoluer avec la société et la façon dont on est dans l'obligation. Des médias dans l'obligation. Toutes les radios se mettent à une forme de digital et c'est pour eux une question de survie. Alors, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec toutes les orientations. Quand Philips, tout d'un coup, s'éclate en 5-6 web radios, je trouve qu'on perd, par exemple, l'essence de FIP. Parce que, bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rigolé quand ils ont entendu qu'il y avait une FIP rock. Voilà, on perd l'essence de cette antenne où on mélange tous les sons de toutes les provenances, avec des artistes anciens, nouveaux, etc. Un éparpillement, en fait. Voilà, donc il faut voir vers l'avant, mais pas n'importe comment. Pas trop se diversifier. Exactement. Il y a peut-être un problème de cohérence, comme tu disais, au niveau des styles. La cohérence. Tu viens d'employer un mot essentiel. On a, depuis tout à l'heure, et dans l'interview précédente, on parlait de bon sens. Bon sens, cohérence et travailler dur. Si vous avez ces trois axes-là dans le développement de votre projet, c'est essentiel. Et c'est pas les clés de la réussite, ce sont des clés de réussite. Donc selon toi, en fait, c'est vraiment les trois piliers fondamentaux. C'est parmi les trois piliers. Après, suivant d'autres projets, il peut y en avoir d'autres, comme la créativité. Oui, si tu lances une agence purement de création vidéo ou de création, je ne sais pas, de design ou de choses comme ça, il faut que tu rajoutes la créativité. La passion aussi, je dirais, ouais. La passion, oui. La passion, on pourrait quasiment l'ajouter de manière fixe, dans le sens où les premiers pas, si tu ne fais pas beaucoup plus qu'on attend de toi, tu ne feras pas la différence par rapport aux autres. Dans la première partie de l'interview, on a parlé du fait que physiquement, j'ai payé le prix des premières années de la radio, mais d'un autre côté, si je n'avais pas donné autant, avec des nuits de 2-3 heures pendant des mois d'affilée, à coder, à faire de... Voilà, raisonnable, est-ce qu'on est raisonnable à se lancer dans des projets? C'est une vaste question que je t'invite à réfléchir peut-être pour une prochaine interview, mais voilà, j'ai travaillé dans des conditions qui étaient dantesques, je me suis abîmé le dos, voilà, je porte des lunettes, on doit savoir maintenant pourquoi. L'écran m'a tué. Mais tu peux pas arriver à un objectif en te disant je vais faire 9-17 ou 9-18. Oui. Et puis le week-end, voilà. Puis le week-end, ah non, bah non, le week-end, je travaille pas. Voilà, ça c'est pas possible. Après, il faut trouver un équilibre. Maintenant, j'essaye de trouver un équilibre entre familial, santé, continuer aussi. Moi, je suis dans l'obligation au niveau de la radio de sentir l'air du temps. Donc, si tu te nourris pas notamment de produits culturels de l'époque dans laquelle tu vis, tu perds cette capacité à anticiper et à te dire, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de couver, il y a des choses qui sont en train de se passer, ça peut nourrir ton projet. Donc, il faut que tu arrives à une forme d'organisation où tu es capable de donner beaucoup sur une période, mais que tu arrives à te dégager. Et
beaucoup de gens disent, ce qui est bien, il y a une journée dans la semaine où tu abandonnes complètement ce que tu fais, tu ne fais rien qui est relatif à ton projet qui te prend par ailleurs jour et nuit, et tu fais en sorte de déconnecter, d'aller t'aérer, de faire du sport, d'être avec tes enfants. Portable, téléphone. Exactement, oui, parce que effectivement, on n'a pas, mais je vous montre mon bureau principal, voilà, mon bureau principal. Ça me suit partout et ça nous suit partout dans les projets, et c'est essentiel. C'est essentiel, c'est non seulement un outil de communication, mais moi, c'est les outils de travail. Voilà, outils de travail. J'ai des clients qui peuvent m'appeler, qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent avoir des questions. On n'imagine plus travailler maintenant sans téléphone portable. Et c'est des mini-ordinateurs, donc on peut faire un certain nombre de tâches dessus.